C'est avec une profonde joie que je vous présente la grande édition du journal de ce soir sur ESAE TV. Et pour cause, les écureuils viennent de se qualifier au quart de finale de la CAN Égypte 2019. Vous pouvez être fiers d'être béninois. À présent, les titres de cette grande édition. C'est historique, ils l'ont fait, ils ont encore étonné le monde. En effet, les écureuils, à l'issue d'un très long match comptant pour les huitièmes de finale contre les Lions de l'Atlas du Maroc cet après-midi, se sont qualifiés pour les quarts de finale de la CAN Égypte 2019. Après avoir fait vivre l'ascenseur émotionnel aux supporters béninois, le 11 national à la faveur de l'épreuve des tirs au but avec le score de 4-1 continue donc leur montée dans cette compétition. Nous vous proposerons de revivre les grands moments de ce match au cours de cette édition. Plusieurs rumeurs ont fait état de ce que le Bénin, à l'issue de la 55e session ordinaire du sommet des chefs d'État de la CEDEAO, serait contraint de reprendre les élections législatives d'avril 2019. Une rumeur qui pourra connaître un terme puisque le communiqué final de la dite réunion reprécise les conclusions de la 5e session ordinaire du sommet des chefs d'État de la CEDEAO. À suivre en exclusivité un extrait des invités de l'émission Info Hebdo de ce week-end. La culture pour certains artistes béninois représente le canal de prédilection de l'expression de leur art. C'est le cas du salsero Jos Pinto, du chanteur Johnny Sourou et du plasticien Laudamus Segbo qui, le temps d'un entretien, nous ont permis d'infiltrer leur univers. C'est à découvrir dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Nous le disions en titre, le 11 national a encore créé la surprise à l'issue du périlleux match qu'ils ont livré contre la sélection marocaine cet après-midi. Une performance qui leur ouvre grandement les portes des quarts de finale de la CAN Égypte 2019. Retour sur les moments forts de ce match historique. Des gestes qui me semblaient simples pour lui. Avec la première tête et Sofiane Bouffet fait décisif. Le voilà maintenant devant les buts avec ce coup. Il est sur comment il s'organise dans ce couloir. Ce coup franc qui va a priori glisser au bon fond de Sofiane Bouffet. Même aussi alors c'est encore un changement. Est-ce que Alagué va réussir à sauver son capitaine Stéphane Cessignon dans ce duel face à Kim Ziyech, extraordinaire tout au long de la saison avec l'Ajax Amsterdam, décevant depuis le début de cette CAN. Ziyech qui va s'élancer pour le duel qui tire. De mauvais rebond parce que c'était sur les ballons qui peuvent être de vide lorsqu'il reste si peu de temps. Qui tiennent encore avec lorsqu'il reste si peu de temps. Qui tiennent encore avec impeccable cette fois pour Restons dans la fièvre de la victoire des écureuils pour dire que les supporters de leur côté rendent bien à cette sélection nationale l'honneur qu'elle lui fait puisque à l'unisson et comme un seul homme, ils soutiennent leur équipe nationale. Suivez à propos l'ambiance et les opinions des supporters béninois au sujet du score final. Bonjour monsieur, ici c'est la joie, ici c'est la joie. Nous
match-là aujourd'hui, l'arbitre angolais, il nous a volé, il faut qu'il soit sanctionné. C'est un péché. Le penalty n'était pas un penalty. Ce n'est pas normal. L'accouchement était difficile. Mais Dieu ne nous a pas lâchés. L'arbitre est de l'autre côté. On a joué contre 12 joueurs. Après, on est passé à 10 contre 12. Les 11 Marocains plus l'arbitre. Mais Dieu est grand. Dieu, le Dieu, notre Dieu de l'impossible, était de notre côté. Et quand il ne veut pas faire quelque chose, il ne le fait pas. Et quand il a commencé, vous avez vu vous-même, il a fini de réaliser. Nous, on est faibles, mais on avance. Les forts vont tomber devant les faibles. Comme Goliath est tombé devant David. Nous avons la victoire. La coupe est pour le Bénin. Oui, l'espoir est permis. L'espoir étant permis, nous avons gagné. Nous croyons aux écureuils. Et les écureuils iront loin. Parce que là, je suis fier d'être béninois. C'est tout ce que je peux dire. Je déborde de joie. Je déborde d'énergie positive pour les écueils. Et les écueils iront loin dans cette canne. Félicitations. Le mot me manque d'exprimer ma joie parce que vraiment, le Bénin a démontré une fois encore que le Bénin n'est pas un petit pays. Nous sommes un grand pays, un pays à respecter, un pays qui sait faire révéler par son football. Et ce n'est pas fini, nous allons rentrer avec le trophée. Quand j'organisais les élections au niveau de la Fédération béninoise de football, je ne savais pas qu'on allait atteindre ce niveau, mais j'avais prédit. Je disais que si on arrivait à déplacer le président qui est là, que nous irons très loin. Et effectivement, nous sommes en train d'aller loin, on ira plus loin que ça. Je vous remercie. Merci au président de la République, merci au ministre des Sports, merci à la Fédération, merci aux joueurs, merci à tout le peuple béninois. Passons à présent à un tout autre registre dans ce journal. Le communiqué final de la 55e session ordinaire du sommet des chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a mis fin à la rumeur faisant état de ce que injonction serait faite au Bénin pour une reprise des élections législatives de 2019. Une actualité à laquelle s'est intéressée l'émission Info Hebdo de ce week-end avant la diffusion demain dans la matinée de cette émission. Je vous invite à suivre en exclusivité l'intervention de Eloge Gandaro, directeur de publication du quotidien Grand Matin et d'autres confrères. Je constate que nous avons des dirigeants africains, n'est-ce pas, qui continuent de se préoccuper des problèmes de notre continent. N'est-ce pas? Dans le cas spécifique nous du Bénin. Nous sommes africains. Et c'est nous-mêmes qui allons, n'est-ce pas, réfléchir. C'est nous-mêmes qui allons chercher des solutions aux problèmes qui minent notre continent. Je le dis pour m'intéresser un peu au cas du Bénin, pour vous rappeler qu'avant ce sommet, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Nous avons entendu des citoyens parler comme si la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest allait s'ériger en juge pour juger les dirigeants béninois qui y participeront. Loin de là, je crois que le président Patrice Talon a participé à ce sommet-là, comme les autres chefs d'État africains. Et je crois qu'à ce sommet, on n'a pas parlé que du Bénin. Il est question de la sécurité au niveau du continent, on a parlé de l'économie, mais le cas spécifique du Bénin a été aussi évoqué, n'est-ce pas? Et contrairement aux opinions qui tendait à faire croire que c'était une tribune de jugement, une tribune où on allait exiger, n'est-ce pas, aux dirigeants béninois la reprise des dernières élections législatives. Je crois que la CEDEAO est restée dans son rôle. Est restée dans son rôle, n'est-ce pas? Et tout ce qui a été dit sur le Bénin, il a été rappelé les conditions dans lesquelles les élections législatives ont été organisées, n'est-ce pas? C'est vrai qu'il y a eu des contestations, c'est vrai qu'il y a eu des incidents post-électoraux,
Mais de façon générale, je crois que les participants, les chefs d'État qui ont participé à ce sommet-là, ont reconnu, n'est-ce pas, la pertinence des réformes entreprises par le Bénin, les réformes politiques, et qui ont abouti à la réorganisation du processus électoral, n'est-ce pas, et notamment les 2 lois. Il s'agit de la charte des partis politiques et du code électoral que les députés ont voté massivement. Ils ont attiré l'attention sur le fait que ça soit les députés de l'opposition, de la minorité, ou que ce soit les députés de la mouvance, ils ont voté massivement, ils ont adopté massivement ces 2 textes de loi-là qui nous ont permis d'organiser les élections. Et ils ont fait le constat selon lequel certains partis de l'opposition ont choisi de boycotter parce qu'ils n'étaient pas d'accord, ils se disaient exclus, mais qu'ils ont boycotté les élections. C'est très important, il faut le souligner. Les participants ont fait le constat selon lequel certains candidats des partis de l'opposition ont choisi de ne pas aller aux élections. Non, ils ont fait ça doit venir mettre fin aux rumeurs qui tendent à dire qu'il y a eu exclusion, il y a eu des lois taillées sur mesure, ceci, cela. Alors, et ceci étant dit, oui, allez-y. Alors il n'y a pas de raison de parler de reprise des élections. L'organisation, la communauté économique, dans son rapport final, notamment à la page 9, l'article 41, l'a souligné et n'a fait que recommander, n'est-ce pas, le dialogue inclusif. Restons dans la même veine pour suivre les impressions de Josperzo Anago et de Moudachirou Souberou, respectivement directeur de publication du quotidien La Dépêche et secrétaire de rédaction adjoint de l'autre quotidien. Qu'appelle-t-on une élection inclusive? Mais inclusive, inclus, où tout le monde, où ceux qui doivent y prendre part, y ont pris part. C'est ça le français. C'est-à-dire, c'est aussi simple que cela. Mais lorsque, sur ce plateau, quelqu'un puisse dire, ou alors faire croire à l'opinion, parce que les gens nous écoutent, et je ne voudrais pas que mes enfants m'interpellent pour me dire, mais écoute papa, inclusive, c'est pas normalement que tout le monde a pris part, et je ne commencerai pas à bégayer, je ne voudrais pas qu'il aille bégayer à la maison. Inclusif, il n'y a pas eu d'élection inclusive, je voudrais le lui rappeler, à moins que je l'ai mal entendu. Mais la bande est là et vous allez lui rejouer ça. Donc il estime que les élections ont été inclusives. Non, les élections ont été exclusives. Exclusives en ce sens qu'il y a eu 2 partis, enfin un seul parti scindé en 2, appartenant au chef de l'État du Bénin, qui ont pris part à une pseudo-élection. Alors en cela, je vous en prie, je vous en prie, laissez-moi, j'ai le doigt assez rond. Allez-y. Alors, je voudrais dire ceci. Lorsque ça s'est passé, pratiquement tous les pays du monde ont constaté, à part mon confrère Eloge Grandaro, c'est-à-dire sur les 4 milliards d'habitants que compte cette planète, j'ai l'impression qu'il est le seul à avoir vu une élection inclusive se dérouler au Bénin. C'est-à-dire que ce soit au Burkina Faso, je vous en prie, que ce soit au Bénin, que ce soit au Bénin, au Burkina Faso, et en France, un peu partout, on a vu des voix se lever pour dire que ce n'est pas inclusif. On a vu bien avant ces élections des émissaires passer ici au chevet du Bénin malade pour la première fois de son histoire. Les gens se sont succédés à queue leu, y compris la CEDEAO, pour dire les élections dans les règles, dans la logique s'organisent de telle façon. Ce que nous avions toujours fait depuis 30 ans, on décale du chemin, les gens sont venus nous le rappeler. Parmi ceux qui nous ont ramené, il y a la CEDEAO qui nous ont rappelé ça. Et aujourd'hui, on s'extasie devant un faux rapport, un rapport tronqué, parce qu'en fait, ce n'est pas le vrai contenu du rapport que mon cher confrère vient de nous rappeler. L'intérêt que nous avons, c'est qu'au moins cette instance internationale s'est penchée pour une première fois sur la crise que traverse le pays. Parce que ne pas reconnaître que nous traversons une crise, c'est malhonnête. Ce n'est pas bien signal. Parce qu'il y a une situation que nous avons vécue lors des dernières consultations. Qui n'est pas ordinaire. Pas du tout. Depuis 30 ans, près de 30 ans, ce n'est pas la première fois qu'on fait l'élection. Mais c'est la première fois qu'on a fini l'élection et on a eu ce que nous avons eu. C'est de mémoire d'acteurs, journalistes, les médias. Mais c'est la première fois que nous voyons un truc comme ça. Donc l'intérêt pour moi, c'est qu'au moins la CEDEAO, à l'international, les chefs d'État se sont donné la peine de se pencher sur ce dossier crucial du Bénin et ont pu dire ce qu'ils ont à dire. Je peux dire que la CEDEAO a pu fixer les uns et les autres. Elle n'a pas tranché en faveur d'un camp comme de l'autre, parce qu'elle a reconnu la sincérité de la crise, l'effectivité de la crise, et a situé les responsabilités. Parce que le gouvernement a été rappelé à l'ordre,
par rapport à ce que, même il doit y avoir un comité de suivi des questions par rapport au Bénin. Donc, moi, je dis, les chefs d'État qui se sont retrouvés au sein d'Abuja pour se pencher sur la crise ont bien fait de situer les responsabilités, que ce soit l'opposition, que ce soit le gouvernement ou la mouvance. Mais il y a une chose, c'est que ce qui s'est passé, il faut qu'on ait le courage de le reconnaître, ce n'est pas bien. C'est inédit. Et les recommandations qui ont été faites sont allées dans ce sens, de régler au mieux cette question pour au moins une fois qu'on puisse en finir. Et je crois que les actuelles autorités aussi ont pris conscience, parce que la dernière fois on était ici, on en parlait, le président de l'Assemblée nationale, le nouveau président de l'Assemblée nationale n'a pas manqué de dire qu'il y a malaise. Et je l'ai dit sur ce plateau la dernière fois. Mais on reconnaît. Page culture à présent dans cette édition. Certains artistes béninois mènent sans tambour ni trompette une carrière internationale remarquable. Ils ont en effet des prestations plus ou moins régulières en dehors des frontières nationales. Johnny Sourou fait partie de ces artistes qui vendent bien le nom du Bénin. Rencontré à une répétition à la veille de la fête de la musique, il s'est confié à nos reporters. Il y a longtemps, je suis là, je joue, souvent je suis en tournée. Sur le plan national qu'international aussi. Sinon, je joue toujours. Je réserve 2 tubes qui sont en accès et qui doivent sortir par la grâce de Dieu. Donc c'est sur ça que je suis en train de travailler parce qu'il y a des choses qui m'est arrivé. Ça fait que je me suis reculé. J'ai compris que c'est Dieu qui m'a caché un peu. Mais quand même, malgré tout cela, je joue à l'international chaque fois, toutes les fois. Et rappelez-moi vos dernières tournées quand même. Ah, ma dernière tournée c'était à Abidjan. C'était à Abidjan lors d'un gospel, festival gospel à Abidjan, il y a 2 mois. Il y a 2 mois de cela. Et avant? Et avant, c'est énorme. Ouais, dites-nous un peu. On a besoin donc, de avant, savoir. c'est énorme. Donc, parfois, je suis fréquent en Europe, je suis fréquent dans l'Asie, et je suis fréquent dans l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique. C'est pas horizontal, on peut dire, c'est pas trop. C'est pas trop, hein. Oriental. Vous voyez, donc mais je reste pas sur place, je reste pas surtout dans le Bénin. Et quand vous revenez comme ça, vous travaillez avec vos confrères, quel est votre sentiment? Quand je reviens toujours, je me retrouve à l'aise d'ailleurs quand je me retrouve chez moi et quand je me vois au milieu des frères et sœurs qui chantent comme musiciens, donc je me retrouve toujours. Donc on travaille toujours en bon thème toujours. Dans le même cas de figure, Jos Pinto, le salsero béninois, sociétaire de l'orchestre Las Marabias, a fait un break le temps de la fête de la musique au Bénin. Il s'est également exprimé au sujet de sa carrière internationale au micro de nos reporters. Suivez plutôt. Je suis dans la dualité, c'est vrai, je suis africando, ouais, dans le même temps, j'ai été repêché comme les bons footballeurs dans une nouvelle équipe appelée Las Maravillas du Mali, qui fait le tour du monde actuellement. En fait, il faut reconnaître que nous avons pour mission de vendre l'Afrique autrement. L'Afrique culturelle autrement. C'est pour cela que ce groupe est simplement composé de 3 Africains dont je fais partie. Je peux les nommer rapidement. Il y a le maître Bonkara Maïga qui est à la tête. Il y a moi-même, Jos Pinto Alapini. Et la troisième personne, c'est Mori Kanté, que je ne présente plus pour tous les Africains. Donc en réalité, nous, c'est 3 Africains appuyés d'un certain nombre de franco-cubains, d'espagnols cubains, de cubains 100%. Je crois que nous formons un ensemble très dur, très fort, qui fait parler de lui dans le monde entier aujourd'hui. Donc nous sommes à une pause technique. Et nous remontons tout de suite sur Fontainebleau le 5 juillet prochain. Le 6, on sera en Espagne et le 12, on sera en Allemagne, à Berlin. Donc pour une pause et relancée à partir du mois de septembre. Voilà, donc c'est un groupe qui aujourd'hui est ressuscité parce que Las Maravillas, c'est un orchestre des années 1950-60 poussières. 60 poussières, je voudrais dire précisément. Parce que pour ce fameux titre que certains d'une génération donnée connaissent, rendez-vous ce soir chez Fatimata, rendez-vous ce soir chez Fatimata, nous allons danser jusqu'à l'aube, mon ami. Rendez-vous ce soir
Chez Fatimata, nous allons danser jusqu'à l'aube, mon ami. Voilà pour un morceau comme celui-là, qui a battu le record de vente, le record de la grande diffusion de disques en Afrique, ici et dans le monde entier. Dans les années 60, et poussière pour ceux qui étaient nés en ce moment et qui jouissaient de la bonne musique dans le temps, je voudrais dire, c'est grâce à ce titre-là qu'aujourd'hui, Las Maravillas s'est ressuscité, parce que les conservateurs ont bien voulu que ces belles mélodies du bon vieux temps renaissent, refassent surface sur des grandes scènes. C'est pour cette raison que une grande maison de production, je ne voudrais pas faire de la pub, à l'international, a bien voulu concevoir un nouveau groupe du même nom pour rappeler ce moment et permettre à la nouvelle génération de jouir du bon fruit, de la bonne musique, de ce bon vieux temps. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous, les 3 Africains que j'avais précédemment nommés, et cet ensemble de musiciens à l'international se retrouvent à Cuba régulièrement, à Paris régulièrement, un peu partout dans le monde entier, pour parler de musique, et de la musique spécialisée dans la charanga. Immergé de la culture du vaudou et descendant de la royauté savaloise, Laudamus Segbo est un artiste pluridimensionnel pour qui la femme joue depuis la nuit des temps un rôle irremplaçable dans l'univers. Il la met d'ailleurs au centre de ses œuvres. Mais comment étaient ses débuts dans le domaine? Il nous en a parlé. Suivez. Ma carrière a commencé tout doucement quand j'avais 15 ans. 15 ans pour moi, c'est il y a très longtemps de cela. Et je vendais mes toiles tout doucement. C'est vrai qu'il y avait des gouaches, il y avait des acryliques, des amis qui me donnaient tout. Et puis je touchais à tout. Et c'est ça que j'ai commencé. Et j'ai vu l'intérêt que ça commençait pas à porter. C'est là que je suis maintenant allé vers Joseph Pobli. Je vendais déjà mes toiles avant d'aller dans l'école de Joseph Pobli. Je crois que c'était dans les 82, 83. Parce que je pense qu'on était en train de travailler quand Ouida 92 est venu. Et ça nous a permis de participer un tout petit peu, un tant soit peu, à la construction des œuvres. Et ceux qui m'ont impressionné sont les Kouas et autres qui, quand même, dans le temps, ont fait le cheminement de la route de l'esclave. C'était des grands maîtres et nous, on était quand même les suivants, mais on était des élèves. On n'avait pas le droit de s'exprimer n'importe comment. On était sur la ligne. Mais on a beaucoup appris à travers cette construction de route de l'esclave. Et après cela, je pense qu'on est parti maintenant pour travailler sérieusement. En des années de 80, 89 et autres, j'ai quitté chez Joseph parce que je voulais mieux m'exprimer, parce que je n'avais pas encore la voix que je voulais. C'est vrai, j'étais sorti designer et décorateur et tout, mais pas peintre, parce qu'il restait à faire. C'est là que je me suis retiré et à Porto Novo, j'ai beaucoup travaillé et j'ai découvert la déesse, la femme. C'est là que mon travail s'est accentué et ma première exposition s'était passée au musée Da Silva qui ouvrait dans le temps et c'était dans les années 99, comme ça. Et j'ai fait la première exposition personnelle qui me faisait vraiment, qui faisait ma fierté, qui est Anaël, ou le cri de la nature. Déjà là, je parlais déjà de la nature. Donc je parlais des bois coupés et la déforestation et tout ça. Pour moi, Anaël était un dieu, enfin le dieu de la forêt et tout et tout. C'était quand je n'étais pas encore initié. Et tout doucement, je suis allé vers le vaudou. C'est vrai que dans mon enfance, étant d'abord un prince,
il y avait des cérémonies au palais, tout et tout. On participait, même si on ne voulait pas participer, on participait quand même. On rentrait dans des couvents donnés et tout. Et tout ça, quand j'ai commencé, tout ça s'est explosé. Donc, les transes que je suivais, les danses que je suivais, les cérémonies que je suivais sont sorties et se sont imposées à moi dans leurs écritures. Donc, j'ai poussé loin la chose et aujourd'hui, je peux citer beaucoup d'expos, plusieurs expos que j'ai fait ici comme ailleurs. La sculpture vivante dont je parlais entre-temps, aujourd'hui, ça fait quand même 20 ans. 20 ans qu'on a sorti cette tendance qui aujourd'hui circule dans les cérémonies, dans la rue et autres et tout. Et même sur des campagnes données, on voit les gens debout, qui se peignent le corps, qui restent debout dans des carrefours ou dans des nations données. Oui, je suis fier de l'avoir inséré dans notre culture qui aujourd'hui ne m'appartient plus, mais qui est nationale. C'est un peu une fierté que de se faire aider par des proches qui épousent votre idée et en fait quelque chose et aussi gagnent quelque chose à travers cela. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité à ESAE TV. Bon week-end à chacun et à tous.